PAC, on ne peut pas le faire sans intégrer le débat plus large. Parce que la PAC, aujourd'hui, elle n'est pas toute seule. Les règles qui sont dans la PAC, je reviendrai dessus tout à l'heure, elles n'arrivent pas comme ça de nulle part. La PAC, aujourd'hui, n'est que l'instrument agricole qui s'intègre dans les accords généraux de l'Organisation mondiale du commerce. Et la PAC n'est que la traduction actuelle des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est là-dedans. Il faut d'abord parler de l'OMC avant de parler de la PAC. Et ça, il faut en parler en revenant en 1986, quand pour la première fois l'agriculture a été intégrée dans les questions du commerce international. Jusqu'à 1986, on ne parlait jamais d'agriculture dans les réunions de l'ancêtre de l'OMC qui s'appelait le GATT. Ça ne faisait pas partie de ses domaines d'intervention. À partir de 1986, l'Uruguay Round débat sur les règles de l'agriculture. Le commerce agricole doit être intégré dans les règles du commerce international. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, un certain nombre de mesures, de règles sont mises en route. La logique du libre-échange intègre la question de la gestion des marchés agricoles. Et parce que, évidemment, ce marché mondial des produits agricoles est dans les mains de quelques multinationales, eh bien, l'Union européenne et les États-Unis mettent en place des règles pour que ces entreprises transnationales puissent avoir augmenté leur part de marché dans le cadre des transferts intercontinentaux de matières agricoles. Et ils indiquent 3 règles. L'obligation d'aligner les prix sur les prix mondiaux, c'est-à-dire que le seul prix reconnu au niveau international, c'est le prix mondial, ce qui veut dire que les prix internes dans les grands pays ou dans les pays doivent être les prix mondiaux. Deuxième règle, les pays doivent ouvrir automatiquement leurs frontières. Obligatoirement, ils doivent importer 5% de chaque produit qu'ils produisent, y compris s'ils sont autosuffisants. Ce qui veut dire que si vous produisez assez de viande bovine ou de volaille pour nourrir l'Europe, eh bien malgré cela, vous êtes obligé d'importer 5% de l'extérieur, que vous le voyez ou non, c'est pour faire marcher le business. Et troisième règle, eh bien il faut démanteler le soutien à l'agriculture, c'est-à-dire les politiques agricoles. On est complètement dans une logique libérale pour faire entrer l'agriculture dans un modèle qui n'est pas le sien. Et ça, c'est dans les négociations de l'Uruguay Round, entre 86 et 95, que ces principes sont abordés. Alors, le premier effet en 95, le premier effet de cette modification radicale, eh bien c'est la première modification de la politique agricole commune en 92, qui intervient au milieu des négociations pour que l'Europe, soi-disant, soit prête à intégrer le marché mondial agricole. Ça a un ravage terrible parce que pour la première fois, eh bien, dans le pays interne de l'Europe, il y avait des prix qui correspondaient au coût de production. Eh bien là, on a dit aux agriculteurs, à partir de maintenant, on va dégringoler les prix à la production et les prix qu'on vous paye vont être ceux du marché mondial. Mais on va vous compenser par des aides aux personnes. Et donc ça a été le premier discours pour dire, on va vous aider, mais il faut que vous baissiez les prix. Ça a mené des mobilisations très importantes en 92, pas forcément très progressistes pour certaines. Je pense qu'ici dans le Gers, vous vous rappelez que c'est ici qu'est née la coordination rurale en 92 et qu'elle est partie d'un constat juste, mais ensuite d'un discours qui partait à l'envers. Mais le constat était correct au départ. Simplement, les mecs qui ont monté ça, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Et effectivement, leur mobilisation a permis, entre autres, de maintenir les avantages insupportables de ceux qui déjà détenaient les plus gros niveaux de production. C'est plus à la production qu'ils ont été aidés, mais au nombre d'hectares qu'ils avaient.